d'un possible conflit entre la Chine et les États-Unis. Alors avec un conflit en Ukraine, avec un conflit en Israël, ce multifront et les rapports de force internationaux qui changent, on apprend dans le même temps, Nivine, que l'armée américaine est désormais une armée sous-dotée. Exactement, puisqu'en 2024, l'armée américaine comptera précisément 1 284 500 soldats en service actif, soit 64 000 de moins en seulement 3 ans. C'est tout simplement son niveau le plus bas depuis 1940. Alors ces chiffres, ils ne s'expliquent pas évidemment par la diminution du nombre de conflits dans le monde ou par une menace qui serait moins élevée. Bien au contraire, ces chiffres, ils s'expliquent seulement par les graves difficultés de recrutement que vit actuellement l'armée américaine. En 2023, par exemple, il manquait 41 000 recrues par rapport aux objectifs fixés par le Pentagone, des objectifs qui avaient d'ailleurs déjà été revus à la baisse, puisque tous les corps d'armée avaient revu leurs ambitions de recrutement à la baisse. La force plus... Alors, tout... Pardon, je me perds un peu. Alors même qu'il manquait, voilà. Aujourd'hui, donc il manque des milliers de soldats. Je me reprends dans l'armée de terre, bien évidemment, dans l'armée de l'air. Parmi la marine, les seuls corps des marines et les forces spatiales s'en sortent bien. Pour le reste, c'est extrêmement compliqué, nous disent donc les représentants du Pentagone. Selon le sous-secrétaire d'État par intérim, chargé notamment du personnel et de la préparation, eh bien, dans certaines unités, c'est très compliqué. Alors comment expliquer cela? Plusieurs raisons. D'abord, de moins en moins d'Américains peuvent s'engager. Ils sont de plus en plus à souffrir d'obésité et de problèmes mentaux. Et ceux qui pourraient s'engager, comme les jeunes par exemple, ils font de moins en moins confiance dans les institutions. Certains d'entre eux préfèrent suivre des carrières qui ne sont pas forcément traditionnelles. Ils ne veulent pas forcément s'engager dans l'armée. Un très grand nombre d'entre eux méconnaissent également le fonctionnement de l'armée, tout simplement parce que dans leur entourage, ils ont de moins en moins de proches à s'être engagés par le passé. Regardez par exemple ce chiffre. En 1995, 40% des jeunes Américains avaient un parent ayant déjà servi dans l'armée. Ce chiffre est diminué et passé à 12% en 2022. Résultat, un jeune Américain sur 2 ne pense pas rejoindre l'armée un jour. C'était un jeune sur 4 il y a seulement 20 ans. Le Pentagone a lancé une vaste opération de communication pour tenter de motiver ces jeunes à s'engager avec, vous le voyez, cette campagne de communication lancée il y a plusieurs mois maintenant. Be all you can be, devenez tout ce que vous pouvez être. Ils ont également misé sur des primes. Certains corps d'armée ont même revu leurs ambitions de recrutement à la baisse, voire les critères même de sélection. Mais pour l'instant, ça n'a pas l'air de fonctionner, s'alarme le Pentagone. Si ce problème dure et évidemment s'il s'accentue au fur et à mesure des années, un retour de la conscription n'est pas totalement exclu, disent les responsables américains, même si pour l'heure, il n'est pas évidemment envisagé. Merci beaucoup Nivine, c'est la crise des vocations générales. On a vu, nous, l'armée française lancer de grandes campagnes de recrutement. C'est un problème évidemment pour une armée là, de ne pas réussir à recruter. Bon, c'est le cas d'à peu près toutes les armées professionnelles qui ont ce même genre de problème. Les effectifs américains sont un peu supérieurs à ce qu'on a en France, si vous voulez, en toute proportion gardée, puisqu'ils sont quand même beaucoup plus nombreux que nous, proportionnellement. D'accord. Et donc, ils ont quoi? Eh bien, ils ont des éléments qu'on connaît bien, c'est-à-dire d'abord l'évolution de la société beaucoup plus individualiste, où les gens pensent beaucoup plus à eux-mêmes, et à leur vie, à l'organisation de leur vie qu'à l'intérêt général. Je parle pour ce type de société occidentale. Il y a des cas particuliers comme Israël, où là, on n'est pas du tout dans le même registre. Mais vous avez ce premier point. Vous avez le deuxième point qui est la fidélisation. C'est-à-dire que la plupart des soldats, quelles que soient les armées professionnelles, sont des gens en CDD. Ce n'est pas des CDI. C'est-à-dire qu'on a besoin plutôt de soldats jeunes que de soldats qui ont 50 ans. D'ailleurs, ceux qui utilisent des soldats d'infanterie de 50 ans, on voit bien qu'il y a une énorme différence avec un garçon qui a 20 ans. Donc on a besoin d'une armée jeune. Et puis on a également, dans l'armée américaine,
avec la plus grande puissance militaire actuelle, couvre la totalité du spectre. Donc il faut des gens dans des qualifications, aussi bien les oreilles d'or au fond d'un sous-marin, que le pilote d'un F-35, que le marine de base qui débarque sur une plage. Donc il y a énormément de métiers différents à couvrir. Donc c'est extrêmement difficile en termes de RH. Il n'y a aucune comparaison possible dans d'autres grandes sociétés civiles qui couvrent des secteurs et qui ne couvrent pas un spectre aussi large. Donc c'est extrêmement difficile. Alors les Américains ont aussi connu comme vous savez, quand vous jouez de l'accordéon, c'est-à-dire que lorsque vous finissez un conflit, c'est-à-dire que, par exemple, après l'Irak, on a dit aux garçons, vous pouvez rentrer chez vous. Mais quand on leur dit de rentrer chez vous, c'est très difficile de leur dire 2 ou 3 ans après de revenir. De revenir, oui, bien sûr. C'est ce qu'on appelle la fidélisation. Donc là, à partir du moment où vous avez un pouvoir politique qui dit aux militaires, vous n'avez plus besoin de tant de force, il faut réduire, et puis vous remontrez. Mais c'est pas si facile que ça de remonter. Et quand vous dites aux gens de partir, généralement, ils en parlent autour d'eux, en disant, tu vois, moi je serais bien resté 5 ans de plus, mais on n'avait plus besoin de moi, donc maintenant je me retrouve sur le marché. Donc ça, ce point est important et on en paye toujours l'addition. Ouais. Les Américains en payent l'addition puisqu'ils avaient des volumes de force beaucoup plus considérables il y a 15 ou 20 ans et que maintenant ils sont au bas de la pente. Ils sont au bas de la pente à tel point qu'ils sont même obligés de rappeler des gens qui sont à la retraite pour aller piloter certains de leurs avions, certains de leurs hélicoptères avec des primes considérables. Et évidemment, ils font le même effort. Moi, j'ai regardé un peu et je sais qu'on a lu les mêmes papiers, Nivine, mais il y a aussi des problématiques qui sont alors politiques, sans aucun doute. L'Afghanistan, le retour d'Afghanistan était un fiasco. L'image de l'armée en a pris sans doute un sacré coup. Mais il y a aussi simplement sur les critères de recrutement, vous avez vu ça, c'est assez impressionnant quand même. Exactement, parce qu'en fait les Américains se sont rendus compte qu'ils ne voulaient pas forcément diminuer les critères de sélection, qu'ils voulaient des jeunes en bonne santé physique notamment. Or avec la montée de l'obésité, beaucoup de jeunes ne sont plus éligibles. De la même manière, de plus en plus d'Américains souffrent de troubles anxieux, de dépression, et ça c'est des critères qui sont évidemment rédhibitoires. On ne va pas recruter une personne qui est dépressive. Et donc en fait la masse potentielle de personnes qui pourraient rejoindre l'armée, c'est tout simplement diminuée. Et parmi ceux qui peuvent rejoindre, ils ne veulent pas, tout simplement. Et pas de casier judiciaire, pas d'obésité, pas de dépression, pas de troubles anxieux. J'ai regardé, 23%, et pas de casier judiciaire, 23% seulement de la population américaine entre 18 et 24 ans est apte. 23% de cette classe d'âge. C'est quand même, et autant dire que dans ces 23%, ils ne sont pas à 100% à vouloir s'engager. Ouais, c'est assez fascinant. Ce que ça montre bien, c'est le problème sanitaire et social aux États-Unis, alors qui touche la jeunesse, mais qui touche toutes les classes d'âge. Et peut-être aussi un des phénomènes qui, sur le temps long, a fait que les Américains ont moins confiance dans l'institution militaire et dans les institutions en règle générale, c'est la place des vétérans aussi dans l'armée, alors qui sont mis en avant, ils en ont beaucoup des vétérans, les encensés, Américains, bien sûr, qui ont quelques avantages sociaux, mais qui dans la grande majorité vivent dans des conditions assez déplorables. S'ils ne retrouvent pas un emploi dans le civil immédiatement, qui souffrent de troubles post-traumatiques, et il n'y a pas un système de sécurité sociale suffisamment robuste pour les prendre en charge. Et donc on a aussi toutes ces images-là de vétérans, et même les blessés d'ailleurs, des années de blessés, de personnes qui souffrent de troubles post-traumatiques, qui ne sont pas suffisamment pris en charge. Et tout ça, c'est une petite musique qui dure aux États-Unis et qui contribue aujourd'hui, on va dire, à ce sentiment peut-être de désengagement. Ce qui est très intéressant, c'est la première raison que vous souleviez, c'est le manque de confiance dans les institutions. Ça ne concerne pas que l'armée, ça concerne la totalité des institutions politiques et institutions. Après, il y a une raison qui est assez intéressante et qui, alors pour le coup, plutôt sympathique à étudier, c'est que le chômage est très bas. Le taux de chômage est très bas et qu'en fait, quand on n'a pas de boulot, on se tourne vers l'armée, on sait qu'on aura un boulot. Là, le taux de chômage est bas et donc il y a moins d'Américains qui y vont. Allez-y, allez. Oui, tout à fait. Et de surcroît aussi, mais le pays, dans ses frontières, n'est pas attaqué. Donc, joue aussi dans les questions de mobilisation. Et ça fait quand même longtemps. La France, si on fait... Mais là, on parle d'une armée professionnelle, en fait. Donc, Oui, mais quand bien même, parce que c'est aussi le propre de la France, des pays qui ne sont pas agressés dans leurs frontières ou dans leur souveraineté territoriale. La jeunesse, a priori, aspire à un projet qui à autre chose. À autre chose, en temps de paix, à une carrière, faire des enfants, peut-être autre chose. Il y a ça aussi qui se joue. L'Ukraine, avant qu'elle soit agressée
agresser militairement, il y avait moins de gens qui pensaient aussi à aller. Mais la problématique RH, Michel Derzansi, puisque vous êtes spécialiste du Proche-Orient, l'armée israélienne, elle a des vrais projets RH pour ses soldats. Enfin, c'est ça aussi. La France s'y est mise d'ailleurs. Hein, Oui, mais elle est agressée. En Israël, vous avez le modèle américain, c'est-à-dire qu'il y a une porosité entre la société civile et les militaires. Ouais. Quand vous sortez de l'armée, vous intégrez la société civile et vous êtes fait aussi votre corps social, donc votre intégration passe par l'armée. Ouais. Et par exemple, en termes d'ingénierie, aujourd'hui, vous avez à peu près 100 sociétés israéliennes qui sont au Nasdaq. C'est un croisement entre le militaire et le civil. Ça, voilà. Mais je pense que pour les États-Unis, ce qu'il y a d'intéressant, je crois, et ce qu'on n'a pas soulevé, c'est la défiance vis-à-vis des institutions. Et je crois que la défiance vis-à-vis des institutions, il faut voir ce qu'a été Trump, il faut voir ce qu'a été Q, il faut voir cette défiance aujourd'hui du libertarisme américain qui fait qu'on a un individualisme d'une part, mais d'autre part qu'on a une défiance complète vis-à-vis de l'institution. Ce qui s'est passé au Capitole était effarant d'un point de vue du respect des institutions, et quand vous voyez qu'aujourd'hui cette campagne va amplifier ce genre de choses, il va de soi que ça va encore amplifier cette défiance vis-à-vis des institutions. L'individu aux États-Unis et la problématique des armes, c'est quand même l'individu qui peut se révolter et qui a la capacité de se révolter contre les pouvoirs si ces pouvoirs vont contre eux. Donc cette distanciation qu'il y a avec l'institution, c'était là. Je pense aussi qu'il y a peut-être quelque chose d'un point de vue sociologique à regarder, c'est que les Américains, lorsqu'ils se décrivent, contrairement aux autres Occidentaux, en général, on dit qu'ils ont bien réussi le melting pot parce que la plupart des Américains, quand on leur dit qu'est-ce que vous êtes en premier, on est d'abord américain. Ensuite, après, on est espagnol, puis chrétien, puis etc. Alors, est-ce que ça, c'est en train de bouger et que dans ces cas-là, le rapport à l'institution militaire change aussi parce que le rapport à l'État change. Oui, peut-être. Il y a ça. Après, je dirais que la génération Y ou Z que l'on connaît dans tous les pays occidentaux, elle est là. Et puis, je pense aussi qu'il y a aussi une chose, c'est que les Américains sont en train de vivre une mutation que tous les états-majors vont connaître. L'extrême modernisation avec l'utilisation de l'intelligence artificielle. Donc, ils ont dû déplanifier pour travailler. Et puis là, on est sur un entre-deux. Mais c'est ce que disait Nivine, c'est qu'effectivement, le corps des Marines et puis l'armée spatiale, eux font le plein parce qu'effectivement, il y a sans doute des nouveaux métiers qui sont plus d'ingénierie.